Bonjour à tous. Brigitte Bourguignon a rendu son rapport « Reconnaître et valoriser le travail social » à Manuel Valls le 2 septembre devant 3 ministres, une secrétaire d'État et un public attentif. Et dès la première lecture, il faut l'avouer, cet écrit nous a fait du bien. Il parle avec finesse des pratiques, des conditions de travail, des souffrances ou d'une inventivité possible. Il nous rappelle surtout que le travail social est de la responsabilité de tous, un bien collectif. Après vient bien sûr le temps des questions. L'intérêt s'affine. On cherche le futur de ces 23 propositions. On traque les nouveautés, les sources d'angoisse, ou le maintien de propositions déjà présentes dans des textes précédents. Mais il est là, ce texte, et son auteur, Brigitte Bourguignon, est l'invitée de cette émission. Une émission durant laquelle vous retrouverez le Je lui dire de Julien Pernaut, la chronique de Dominique de Pléchin, le carnet sonore d'Hervé Laude, à la technique et à la réalisation Julien Pernaut, Nathalie Aubry, Christophe Recoplan. Depuis l'ETSUP à Paris, c'est le trottoir d'à côté l'émission et c'est parti. Bonjour Brigitte Bourguignon. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors en tant que députée du Nord-Pas-de-Calais, vous siégez à la commission permanente des affaires culturelles et de l'éducation, mais vous êtes également au Parti socialiste la secrétaire nationale au sport. Vous avez d'ailleurs travaillé sur la protection des sportifs de haut niveau durant cette mandature. Alors Brigitte Bourguignon, est-ce le goût pour le sport, les duels, les échanges musclés qui vous ont poussé à accepter cette proposition de Manuel Valls? Ça doit être ça. Non, je pense plus sérieusement que, en fait, ma vie professionnelle antérieure parle un peu pour moi, puisque j'ai toujours travaillé dans le monde du travail social, puisque j'ai travaillé 20 ans dans un CCAS avec des mises en place de politiques d'insertion du RMI, à la naissance du RMI d'ailleurs, et ensuite au Conseil général pour la politique de la ville, puis dans ma vie associative, puisque j'ai mis en place trois structures d'insertion sociale et professionnelle qui existent toujours, dont je suis très fière. Voilà. D'accord. Vous avez aussi, il me semble, dans votre famille des travailleurs sociaux. Oui, j'ai seulement 3 enfants qui sont travailleurs sociaux, tous les 3. Les 3. Un troisième qui est en formation actuelle, donc les revendications, je les ai en direct. Voilà, il y avait du Ne débat déjà, pas. vous prépariez. Et il est loin d'être convaincu. Vous auriez dû l'inviter, Oui, je suis sûre qu'il y a des choses qui vont rejoindre ce que vous me dites. On fera un interview par téléphone. Quand vous avez accepté cette mission, au moins qu'on peut dire, c'est que le climat était quelque peu tendu et le compromis un petit peu délicat, et la preuve avec le Je lui dire de Julien Pernaut. Eh bien le changement, c'est maintenant. Je veux aller où l'air est plus doux. Refusons la réforme des métiers. Je vais avoir à formuler de graves réserves. Nous les connaissons, je m'empresse d'ajouter que le problème qui se pose n'est pas aussi simple que certains semblent le penser. Et tout ça, ça va disparaître. Changer tout. Pourquoi changer là? C'est vrai qu'on se demande ce qu'il y a derrière. Je dis stop. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. Il va y avoir du sport. Il y a un certain nombre de gens qui pensent qu'on est bien gentil mais inefficace, et ils ont pour nous une espèce d'amitié compassionnelle qui est un peu agaçante. Francis est l'éducateur. Son objectif, que la paix revienne sur Terre, qu'on se tienne tous par la main et qu'on fasse une grande kermesse. Et puis il y a ceux qui pensent que nous sommes nuisibles, c'est-à-dire que notre travail entretient le parasitisme social sous les formes d'assistance, de délinquance et autres manifestations sociales qui ne leur conviennent pas. Non, rien n'a changé, tout a continué. On a des nouveaux outils qui sont en train de quoi alors? De faire de ces métiers des métiers d'exécution.
Vous êtes des hommes d'action, je vous ai compris. Et vous arrangez votre coup. T'arranges, si on n'était pas d'accord. Tu vas voir que c'est pas possible. J'ai adopté le système le plus simple. Ça ressemble pour beaucoup à une sorte d'abrasement des spécificités de chacun. Moi, je pense pas que ça vienne du ministère. Je pense que ça vient des employeurs, des besoins des employeurs. Nos habitudes servent d'abord à nous sécuriser. Est-ce que je suis prêt, oui ou non, à adhérer à ce changement? Que peut le travail social aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut donner encore comme espérance? Quelles peuvent être ses motivations? Quels peuvent être ses objectifs? Et sur quelle énergie peut-il compter? Tout va changer ce soir. On prend un nouveau... Le rapport de Brigitte Bourguignon doit nous permettre d'avancer rapidement. Avancer pour vous, pour les travailleurs sociaux, avancer pour nos concitoyens les plus vulnérables, avancer pour tous les Français qui sont attachés à notre modèle social. Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que j'ai l'honneur de vous remettre aujourd'hui ce rapport qui conclut la mission que vous m'avez confiée en mars dernier. L'objectif de cette mission était de rendre compte des besoins et des contraintes du travail social aujourd'hui. Comprenez que c'est pour moi une émotion toute particulière de vous remettre aujourd'hui ces 23 propositions destinées à apporter ma pierre à l'édifice, tout en espérant avoir été fidèle à tout ce que j'ai pu entendre. Merci. Oui, je suis étonnée de ma voix, surtout. Je la trouve particulièrement infantile. D'accord. Je ne peux pas rebondir là-dessus. Brigitte Bourguignon, vous écrivez en conclusion de votre rapport que cette mission a favorisé à tout le moins l'apaisement des débats. Alors, les États généraux du travail social, évoqués en 2012 lors de la conférence pauvreté, ont été officialisés en 2013 par François Hollande, annonce suivie d'assises territoriales, puis de 5 groupes thématiques, qui par la suite ont rendu chacun un rapport le 18 février 2015. Mais qu'est-ce qui a fait tension et nécessité une nouvelle commission ? En fait, les États généraux, on peut en dire ce qu'on veut, il n'empêche qu'ils ont eu le mérite d'exister et que c'était une vraie réflexion sur le travail social, sur plusieurs axes et non des moindres. Et un des groupes de réflexion qui portait sur la formation, qui portait sur les diplômes, les métiers, a rendu des conclusions qui étaient un peu révolutionnaires, il faut le dire, où on faisait apparaître clairement une disparition souhaitable des métiers, ou une simplification, certains l'appelaient autrement, où on passait de 14 diplômes à autre chose, on ne voyait plus bien la nécessité de garder des corps de métier identifiés comme assistante sociale, EduxP ou conseillère économique, on en voulait un métier plus générique de travailleur social. Ça a été présenté, à mon sens, assez maladroitement, comme étant une feuille de route préétablie et en tout cas déjà dans les tiroirs, ce qui n'était pas le cas et qui bien sûr, dans un contexte où depuis des années on ne s'était pas adressé aux travailleurs sociaux, a eu l'effet évidemment explosif auquel on pouvait s'attendre. Et moi je ne suis pas dans le Conseil national de lutte contre la pauvreté, je n'étais pas non plus associée aux États généraux du travail social. Mais par contre, je faisais partie d'un groupe de réflexion sur le travail social au niveau des députés. Et on a pensé à moi parce qu'à ce moment-là, il y avait effectivement beaucoup de revendications, légitimes d'ailleurs, autour de ces préconisations qui ont été prises pour un plan gouvernemental. Mauvaise communication ? Très mauvaise communication, voire pas de communication. Une désinformation, quand même, il faut le dire, parce que chacun doit balayer devant sa porte dans ces cas-là. Un peu monté en épingle par certains, moi je le déplore, parce que ça ne profite pas au dialogue. Et dès le début, quand on m'a dit, voilà, on va te confier une mission, il faut reprendre les 5 conclusions des États généraux. On ne partait pas de rien, donc, on partait bien de ce travail et de ces réflexions très nourries d'ailleurs, qui étaient intéressantes. Mais c'est à toi de nous dire vers quoi on doit tendre. Voilà. Ce n'était pas uniquement une mission tournée vers la formation. Il y avait aussi l'idée sûr. Générale du travail social. Lorsque vous présentez le plan de cet écrit en introduction, vous écrivez que vous avez à la fois synthétisé et cherché le consensus. Mais comment faut-il lire ce type d'écrit ? Est-ce qu'on peut aussi quand même considérer que ce rapport traduit
avec ces 23 propositions, vos aspirations sur le travail social. Est-ce que c'est aussi votre travail ? Théoriquement, on est là pour rapporter ce qu'on a pu entendre, essayer de dégager, enfin moi c'était ma mission surtout, essayer de dégager ce qui faisait consensus de ce qui vraiment ne pourrait jamais obtenir même l'aval de qui que ce soit, même si certains préconisaient d'aller encore plus loin. À moi de faire une synthèse après, effectivement. Bien sûr qu'il y a toujours une touche personnelle, c'est évident, parce que soit on est totalement insensible à ce qu'on entend, soit on en fait état, et en essayant d'être le plus objectif possible, évidemment, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Et au fil des auditions, en tout cas, moi, je suis partie sans aucun a priori, parce que je pense que si on part sur une mission de ce type, soit avec des a priori, soit avec des consignes, ça je tiens à le préciser, mais si j'avais eu des consignes, j'aurais pas accepté une mission comme celle-ci. Connaissant mon parcours et mon environnement, jamais j'aurais accepté, parce que c'était pas possible pour moi, éthiquement et déontologiquement, de le faire. Si je l'ai fait, c'est parce qu'on m'a donné vraiment un cadre qui n'était que réfléchir sur le travail social aujourd'hui, ses contraintes, ses obligations, les possibilités d'évolution qu'on pouvait envisager sur la formation et sur les métiers, leur façon d'être appliqués sur le territoire. Et voilà, j'avais pas d'autres consignes que celle-ci. C'est très large. Et il fallait quand même que j'auditionne de nouveau tous ceux qui ont participé de loin ou de près aux États généraux. Plus d'autres personnes aussi. Mais du coup, moi, j'y ai ajouté toutes les personnes qui ont considéré ne pas avoir été entendues. C'était une des critiques du... Voilà, et ça a été une critique qu'il fallait absolument entendre. Entre ceux qui n'avaient refusé d'y participer et qui disaient ne pas avoir été entendus, ça aussi, c'est quand même à dire, et ceux qui refusaient catégoriquement d'aller dans ce type d'états généraux qu'ils considéraient comme trop institutionnels ou trop organisés, même si on peut le déplorer. Ce qui était nouveau quand même aussi, c'est que j'ai eu beaucoup d'étudiants. Parce que, vous savez, là, il n'y a pas de structuration. Donc des collectifs s'étaient formés, et j'ai voulu les écouter aussi. C'était intéressant d'ailleurs, et puis des immersions dans des IRTS qui étaient quand même assez vivants. Vous êtes allé à Tours notamment. Et à Rennes. Ce rapport, Dominique Lalu, je vous propose d'écouter ses conclusions. Alors Brigitte Bourguignon, le rapport que vous avez remis témoigne du regard préoccupé du gouvernement à l'égard des travailleurs sociaux et de la volonté de les impliquer davantage et plus efficacement pour traiter les enjeux sociaux actuels. Pour ce faire, le rapport fait le constat d'une double crise, celle d'une cohésion sociale fragile et menacée, que les attentats de janvier sont venus révéler avec force, et celle d'un travail social en perte de sens et de capacité. Depuis quelques années, il lui a fallu en effet se confronter à de nouvelles donnes sociales, tout en ayant eu à accueillir des réformes qui l'ont inscrit dans les rouages de nouvelles procédures budgétaires, de rationalisation, de management et de bureaucratie. Aussi, ce rapport est le fruit d'une concertation attentive, nécessaire pour redonner du sens aux pratiques. Il vous faut donc faire en sorte que le travail social se remobilise sur ces nouveaux enjeux et dispose de toutes les forces possibles. Pour cela, vous appelez de vos vœux d'abord un message politique fort de la part de l'État et vous faites 23 propositions. Il s'agit pour une part de proposer une définition fédératrice du travail social, de le remettre en lien avec ses fondamentaux, de lui faire retrouver les palpitations de son cœur de métier pour une offre, je vous cite, de présence sociale, de contact, de service de la relation au profit des personnes et de leur autonomie. Vous en appelez à la prise d'initiative et aux innovations, car le constat est aussi fait d'une fracture sociale bien plus liée à l'effritement du corps social qu'à l'accident de parcours de certains, je vous cite. Il s'agirait dès lors, et je vous cite toujours, de s'orienter vers un accompagnement moins centré sur la personne que sur les collectifs dans laquelle elle s'inscrit, et par ailleurs d'investir les enjeux de cohésion sociale à l'échelle des territoires. Il n'est certes pas aisé de transmettre un message qui redonne espoir et ouvre de nouvelles perspectives, mais vous vous y employez. Alors, changeons de paradigme. Il faut donc aussi se repencher sur les moyens existants, les rendre plus performants, plus efficaces, par une volonté de simplifier les procédures,
d'accentuer les collaborations et l'interdisciplinarité, de développer de nouveaux outils, par exemple le pouvoir d'agir des personnes et des groupes. Autre axe fort, celui de la formation. Il s'agit alors de se repencher sur la multitude des 14 cursus de formation, de favoriser les liens entre les différentes catégories de professionnels, de les rassembler davantage dans une culture commune, identifiée et source d'identité. D'ouvrir aussi à la notion d'intervention sociale. Pour les déjà formés ou déformés, l'accent est porté sur la formation permanente. Alors, le travail social, comme l'ont déjà montré ses évolutions passées, est plus que jamais relié à son époque. Il en est le miroir tout en même temps que la mauvaise pensée. Le réformer n'est pas chose aisée. Il doit prendre en compte son histoire et l'habitus de ses professionnels. L'importante concertation engagée semble laisser entendre une voie d'évolution possible, voire partagée. Il pose en tout cas pour le moins les bases d'une pensée réformante. Alors peut-être une mauvaise pensée. Il reste à savoir si cela pourra répondre suffisamment à la profondeur des problématiques à traiter, notamment celles, je vous cite, qui sont inhérentes aux difficultés structurelles d'une société et que le travail social ne peut résoudre à lui seul. Au risque de le disqualifier, au risque de retrouver sans doute à nouveau cette logique de réparation que vous souhaitez voir évoluer au profit de la prévention. Chacun devra prendre ses responsabilités en cohérence avec ce projet. Alors, la parole est-elle désormais aux politiques ? Une réaction peut-être de Bourguignon ? Non, je trouvais que c'est assez bien résumé et c'est pas simple. Moi-même, j'ai beaucoup de mal à structurer toutes les propositions. Ça vient dans la conversation comme ça, mais c'est compliqué quand on a fait un travail assez long et dans un temps restreint, parce que j'avais peu de temps quand même pour le mener. Ça nécessite d'écouter beaucoup et il faut effectivement très vite passer à la synthèse de ce qu'on a pu entendre. En tout cas, c'est certainement l'heure du politique, puisqu'un plan d'action va bientôt être présenté. Voilà. On en parlera tout à l'heure. Hervé. Oui, pour Brigitte Bourguignon, pour revenir sur l'ouverture du constat de ce rapport, vous dites que notre société connaît de profondes mutations économiques, sociales, sociétales, ce qui imposerait de réinterroger les formations et les pratiques du social. Est-ce que vous pouvez revenir sur les principales mutations auxquelles nous devions nous confronter ? Je pense qu'on le sait tous plus ou moins. Vous avez bien vu qu'aujourd'hui, il y a quand même des familles plus compliquées, des familles recomposées, disparates, des territoires beaucoup plus difficiles aussi, où se sont concentrées certaines dérives, des travailleurs sociaux qui le disent, qui se sentent impuissants, qui n'osent plus aller dans certains endroits, mais qui eux-mêmes disent toute leur souffrance de ne pouvoir ou d'être limités dans leurs moyens d'action, par eux-mêmes quelquefois, ils le disent d'ailleurs, ils le ressentent, mais aussi beaucoup de dispositifs qui sont venus au fil du temps, avec des moyens pas toujours à la hauteur, mais des dispositifs qui sont venus s'amonceler au fil du temps. Les travailleurs sociaux doivent s'adapter constamment à une nouvelle législation, à une nouvelle politique qui se met en place. Et vous connaissez comme moi aussi cette transversalité vraiment propre à votre profession, à la profession des travailleurs sociaux. Et c'est très compliqué pour eux de devoir toujours s'adapter de cette façon. Donc c'est ça, cette mutation qui s'est opérée au fil du temps, qui a fait des travailleurs sociaux des gens démunis devant des dispositifs qui, pour autant, avec des institutions qui, elles, ne se sont pas forcément adaptées et qui ont toujours procédé de la même manière, avec une logique de guichet, très souvent. C'est très souvent ce qui a été pas dénoncé, parce que c'est leur façon de travailler aussi, mais cette logique de guichet qui a accaparé complètement le travail social au détriment du développement social nécessaire sur les territoires. Dominique. Alors, pour avancer dans vos propositions, vous insistez sur un nécessaire changement de paradigme et qui impose de redéfinir la relation d'aide. Il faut passer, dites-vous, de l'aide à l'accompagnement du faire pour au faire avec. Il ne faut plus seulement viser la protection, l'insertion des personnes, mais l'action sociale doit être plus préventive, plus participative, plus inclusive.
Ça met aussi toute la réflexion sur la place de l'usager, même si j'aime pas le terme et si tout le monde le refuse, pour autant c'est plus générique et ça me permet de parler plus largement. Bien sûr que je pense qu'on est passé aujourd'hui à une société où on pourrait penser que, et c'est ce qui a fait aussi qu'on a dénaturé le travail social avec certains discours épouvantables qu'on peut entendre aujourd'hui sur l'assistanat. Je pense que ça caricaturait complètement la profession de travailleurs sociaux et tout le travail de développement social qui a pu être opéré par endroits sur certains territoires. Et on a souvent oublié la parole et la place de l'usager. Donc oui, il me semble qu'on ne peut pas faire pour, qu'il faut faire avec. Ça veut dire redonner toute sa dignité à la personne, qui peut être un peu plus acteur de son parcours. Et voilà, ça nécessite toute une petite révolution culturelle par endroit. Je pense qu'il ne faut pas baisser les bras à ce niveau-là. Les usagers que j'ai entendus aussi, on ne peut pas réfléchir sur le travail social si on n'a pas ces trois vecteurs toujours en tête. C'est-à-dire que, ok, on va parler des travailleurs sociaux, mais il faut parler aussi des employeurs et des institutions. Et puis, il faut parler du troisième pilier qui sont les usagers. Parce que les usagers, on les a trop souvent finalement mis à part d'une réflexion nécessaire. Or, qu'est-ce qu'ils disent eux aussi finalement? Eux disent, nous aussi, on est soumis à un empilement de dispositifs. Nous aussi, notre parcours est morcelé entre ces dispositifs. Et par endroits, notamment quand il s'agit de travail à domicile, on nous dit, chez nous, c'est un hall de gare. Parce que pour une même famille, on peut avoir 5, 6 travailleurs sociaux différents selon le degré de problème. Et il faut les entendre, quoi. Les usagers vous disent, nous aussi, on a besoin d'être considérés et d'être mieux entendus et mieux compris. Et c'est pourquoi moi, j'aimerais que l'usager soit représenté, notamment au Conseil supérieur du travail social, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Oui, et dans les révolutions culturelles que vous évoquez dans le rapport, il y a cette mise en avant de la méthodologie du pouvoir d'agir dans l'accompagnement des personnes. Oui. On va y revenir. Hervé? Oui, je voulais revenir aussi sur la question du territoire. Donc, effectivement, il y a une pertinence à agir au niveau du territoire. La question aussi, c'est de comment l'articuler, notamment dans la décentralisation, entre besoin d'un territoire et égalité de traitement au niveau national. Je prends pour exemple la question très criante en ce moment de la prise en charge de jeunes majeurs, qui fait qu'aujourd'hui, certains départements appréhendent la réglementation et ça les amène à ne plus prendre en charge les jeunes majeurs, alors que d'autres les prennent. Et donc il y a, à travers la question du territoire, peut-être une inégalité de traitement, que je sois à Tourcoing, en Seine-Saint-Denis ou dans les Bouches-du-Rhône, si j'ai 19 ans, j'ai peut-être pas les mêmes occasions d'être accompagné. Oui, ça c'est... Alors, il y a la législation nationale qui garantit quand même une équité de traitement où qu'on soit. Mais après, vous avez effectivement les politiques de territoire et départementales qui peuvent être très différentes. Alors, si j'osais, je vous dirais, c'est peut-être un moyen aussi d'appréhender les différences, quelquefois, d'appréhension du public et les différentes politiques qui sont mises en place. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment des choix politiques. Et ça permet quelquefois de voir les différences entre certains départements, notamment aujourd'hui. Pour la prise en charge des jeunes majeurs, vous savez, moi je suis dans un département très concerné, puisque nous avons en plus la problématique des mineurs étrangers. J'habite à 5 minutes de Calais, donc j'aime autant vous dire que c'est dramatique pour nous. Et on a un département qui est tenu et obligé, bien sûr, de faire face à ces... Donc on est très concerné et le département ne se réfugie pas derrière une économie ou un règlement quelconque. Donc il faudra garantir, et il faut garantir la même équité de traitement partout, mais quand on parle de projet de territoire, c'est pas à la clé et ça mettrait de côté des dispositifs qui existent au national et une politique nationale de lutte contre les exclusions, elle doit être appliquée partout de la même manière. Par contre, ça peut peaufiner des approches beaucoup plus sectorisées. Tout le monde n'a pas les mêmes besoins à Neuilly qu'à Calais. Je veux dire, c'est vraiment pas du tout la même chose. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut peaufiner l'action sociale sur les territoires au mieux, et ça ne peut se faire qu'en transversalité avec un accompagnement. Voilà.
Alors vous faites la promotion de l'inventivité, de l'initiative, de la prise de risque dans cet écrit. Et là, bon, on a envie de vous suivre. Mais vous dites aussi que ces projets faisaient, pour certains, déjà partie du rapport Questio publié en 1982. Aussi, nous avons essayé de questionner cette répétition à partir d'un point de vue historique, et c'est le carnet sonore d'Hervé. Le carnet sonore. Mon carnet, mon dictaphone. Carnet sonore. Décider de ne jamais adhérer à un discours sans faire l'effort de le comprendre. Le carnet sonore. Oui, pour ce carnet sonore, donc je suis allé à la rencontre de Mathias Gardet. Il est professeur d'université à Paris 8. Il est aussi directeur de l'axe Histoire et Socio-Histoire du Centre interdisciplinaire de recherche, culture, éducation, formation, travail. Bon, ses travaux se centrent principalement sur les politiques sociales à l'égard de l'enfance et de la jeunesse. Je le remercie beaucoup de m'avoir reçu entre deux projets dans son bureau empli de livres et de traces d'un passé du social. C'est un historien, hein, donc il a un regard particulier. Lui dit qu'il ne croit pas à la logique des cycles. En revanche, il observe quand même des questions qui reviennent périodiquement aussi. Pour ma première question, je lui ai demandé un peu le rôle que pourrait jouer l'historien dans tout ce débat. Il en profite aussi pour évoquer la question du travailleur unique. L'historien, il est là pour rappeler. Il est là pour lutter contre l'amnésie. Donc, c'est juste pour titiller aussi. Hein, toujours se demander finalement, est-ce que grâce au passé, on peut mieux comprendre les empêchements du présent. Je dirais là, cet empêchement-là qui était dans le rapport CPC et du coup dans le rapport Bourguignon de force, hein, il a 60 ans cet empêchement. Il a 60 ans de négociation. On ne peut pas continuer à penser agir dans la cohérence des professions sociales sans prendre en compte 60 ans de négociation, non seulement entre l'État et ses professions, mais entre les professions elles-mêmes. Pour moi, l'histoire n'a pas à donner de leçons, mais elle a juste à donner des repères. Pourquoi on ne se réfère pas à ces repères? C'est plus une question d'historien, évidemment, qu'une question professionnelle. On l'a entendu, il évoque la nécessité de saisir ce qu'il nomme ces empêchements et de les déceler à divers moments de l'histoire du travail social. Voyons maintenant une des raisons qui limite, selon lui, la mise en œuvre, par exemple, du travailleur social unique. Certaines professions ont acquis un certain niveau, qui veut dire aussi un certain niveau de diplôme et par derrière un certain niveau de salaire. D'autres professions ont d'autres niveaux de salaire et d'autres niveaux de diplôme. Donc à chaque fois qu'on pense qu'on va uniformiser tout ça, est-ce qu'on va niveler par le bas, est-ce qu'on va tirer par le haut avec tout le coût que ça pourrait entraîner? On ne peut pas ignorer que chacun de ces métiers ont développé des pratiques et des façons d'enseigner ces pratiques différentes, même s'ils sont sur un terrain très proche. C'est comme si du jour au lendemain, on se disait, ben voilà, on fait plus d'histoire, de sociologie, d'anthropologie et de philosophie, on fait un tronc commun et après on se spécialise. Je pense qu'au-delà des susceptibilités des uns et des autres, il y a une façon d'enseigner, il y a une façon de communiquer un métier, de communiquer des techniques qui ne sont pas les mêmes. Donc le poids de l'histoire, du processus qui construit les métiers, des habitudes, diraient d'autres, mais aussi les enjeux de pouvoir entre professionnels, les questions économiques. Et puis, lors de notre entretien, on a évoqué les questions qui, selon lui, reviennent périodiquement, et j'ai essayé de lui demander qu'il en illustre quelques-unes. Alors, il revient sur des questions qui ont été traitées notamment lors du 6e plan, à l'époque où la France avait une planification, 1971-1975. Je lui ai donc demandé qu'est-ce qui faisait écho à ça dans les propositions d'aujourd'hui. Entre 1971 et 1975, c'est constitué déjà en amont pour préparer le 6e plan une commission d'action sociale et le grand rêve porté à ce moment-là, c'est l'action sociale globale. On trouve des choses très amusantes. On se trouve par exemple l'idée d'un tableau synoptique des professions sociales. Et l'idée qu'on retrouve encore finalement dans le rapport Bourguignon, qu'au lieu de penser que va faire l'éducateur, que va faire l'assistant social, prenons la chose de l'autre côté. Voilà une personne qui a des difficultés, à qui elle pourrait s'adresser, dans quel lieu? Et grâce à son tableau synoptique, elle pourrait rencontrer tantôt l'assistante sociale, tantôt l'éducateur, mais elle saurait d'emblée
quelle est toute la grille des possibles et la grille des intervenants qui, travaillant en collaboration les uns avec les autres, finalement il y aurait peu d'importance que ce soit l'un ou l'autre, puisque toutes les informations seraient centralisées finalement et collectées. Voilà, un regard historique qui interroge sans doute la femme d'action politique d'aujourd'hui, qui doit proposer dans l'ici et maintenant. C'était le carnet sonore de Hervé Laude. Et toujours Hervé. Oui, donc à la suite de Mathias Gardet, on pourrait revenir sur le concept d'empêchement. Prenons par exemple l'objectif affiché dans le texte du travail d'action collective. Il en cite, lui, 71 appelle ça l'action globale. Comment expliquer par exemple sur ce point-là que depuis la circulaire Questio, écrite en 82, ces idées périodiquement proposées, présentées comme nécessaires, n'ont pas conduit à une mise en œuvre effective et concrète massive. Qu'est-ce qui, dans la gouvernance du secteur, je sais pas, son management, les pratiques des professionnels, peut expliquer cet état de fait? Je pense que tout explique cet état de fait. C'est justement la façon d'organiser le travail, parce que ça n'a pas été beaucoup questionné, il me semble. La façon d'organiser le travail, la façon aussi dont les travailleurs sociaux eux-mêmes se sont appropriés leur travail, mais pas forcément voulu partager toujours ce travail avec d'autres. Tout le monde doit s'interroger dans ce genre de réflexion. Et moi, je dirais que le poids de l'histoire ne doit pas être un frein non plus. Je dirais simplement que l'histoire, comme elle est décrite dans ce qu'il dit, moi, je refuse d'entendre dire rapport CPC égale rapport Bourguignon. Ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir, parce que justement, rapport CPC ne parlait plus des métiers, ne voulait plus des métiers, ne parlait plus que d'un métier générique. Moi, j'insiste lourdement sur le fait que je respecte infiniment les métiers, que j'estime qu'effectivement, il y a des différences, à la fois dans la formation, dans la façon de recevoir le public, dans le suivi tout court. Ça n'est pas du tout la même vocation, ni la même mission que d'être assistant social, EduxP, etc. Donc non, je n'ai rien à voir avec le rapport pour éviter de la toute CPC. méprise, il y a peut-être une méprise dans l'interprétation du son, parce que alors, là, pour le coup, Mathias Gardet, que j'ai enregistré bien plus longuement, alors lui, il est extrêmement clair là-dessus et d'accord avec vous. Il est même... il le dit comme ça, en off, ce rapport enterre le précédent. Donc pour lui, c'est très clair. Hein. Donc c'est peut-être à l'écoute, il y avait peut-être quelque chose d'équivoque, mais pour lui, c'est très clair. Il est plutôt sur votre point de vue. Alors, vous n'avez pas suivi la CPC sur ce plan-là. Vous venez d'expliquer un petit peu pourquoi. Pourtant, vous dites quand même qu'il y a des expériences sur le terrain où on retrouve, par exemple, des assistants de socio-éducatifs et où ce côté générique existe quand même sur le terrain. Alors ça, c'est plutôt la vision de l'employeur telle qu'il l'utilise. Et c'est ça qui fait la différence. Et c'est la dérive dans laquelle on ne doit pas accepter de s'engouffrer. Moi, je pense que justement, on doit refuser des employeurs qui utiliseraient des travailleurs sociaux au rang où il n'a pas à être et dans des missions qui ne lui appartiennent pas ou du moins qui seraient trop génériques. C'est à ça qu'il faut s'atteler. Donc moi, je pense aussi, et je l'ai demandé, que dans le plan d'action gouvernemental, il y ait une remise en question de l'organisation du travail tel qu'il est proposé aujourd'hui aux travailleurs sociaux, une charte d'engagement des institutions et de tout ce qui forme les groupements d'employeurs. Aujourd'hui, je pense que certains sont prêts, s'ils veulent que les travailleurs sociaux soient plus... travaillent plus en transversalité, en tout ce que vous voudrez, en cohésion parfaite avec d'autres, il faut aussi que eux acceptent de revoir leur organisation de travail, parce que il faut libérer du temps. Il faut libérer du temps pour que le travail global dont on parlait, le développement social nécessaire sur des territoires plus que d'autres encore, mais ça aussi, moi je suis pas convaincue que ce soit plus à des endroits que d'autres, c'est partout comme ça. Une façon d'appréhender un travail social sur un territoire, c'est très important et c'est à peaufiner, tient de la façon dont on organisera partout le travail, et ça tient beaucoup de l'organisation en elle-même. Donc plutôt que de seulement remettre en question les formations, ce que je fais, pas complètement, mais en disant que le socle commun de connaissances, il est impératif, si on veut des travailleurs sociaux parfaitement adaptés. Tout le monde s'est mis d'accord aussi. Moi, j'ai bien écouté jusqu'à quelle hauteur les gens étaient prêts au début. Il y en a qui étaient absolument même pas prêts à l'idée d'un socle commun, ce que j'ai du mal à entendre. Parce que justement, chacun se réclame d'un même
d'une même compétence, mais avec des différences d'appréciation et de vision du travail. Ok. Pour autant, il faut quand même que chacun partage un minimum de connaissances et qui soit, pour le coup, totalement national cette fois. Et le socle commun, ça va aussi dans le même sens que de donner une définition au travail social pour mettre, je vais dire, une cohérence chez tous les professionnels du travail social. Il faut que le travail social soit inscrit dans le code de la famille parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition claire du travail social et c'est ce qui permet justement, par endroit, peut-être, que des fiches de poste soient pas suffisamment claires. Et même pour les gens, vous savez, c'est très important de redéfinir ce que c'est que le travail social vraiment, parce que moi je m'en suis rendu compte en faisant cette mission. Très peu de gens connaissent le travail social, très peu. Personne n'est capable de vous dire ce que c'est. Moi on m'a dit, ça concerne pas grand monde, déjà, quand on sait le nombre de travailleurs sociaux qu'il peut y avoir. On voit pas non plus que ça peut concerner tant des personnes âgées que des personnes handicapées, parce qu'on ne voit que cette image caricaturale à la pause café, là, où c'est évidemment toujours l'assistante sociale qui vient chercher les gamins, ou bien dans les mauvais films, et puis toujours injustifiée, ou alors celle qui fait défaut. C'est comme ça qu'on voit le travailleur social aujourd'hui. C'est très caricatural. Hein. Dominique. Oui, je voulais faire juste un petit lien avec la question de la récurrence des questions. Et je me disais que dans le fond, le travailler ensemble, c'est peut-être aussi compliqué que le vivre ensemble. C'est très compliqué mais ça ne tient pas seulement du travailleur social ni d'une organisation de travail, ça tient aussi au fait qu'on dépend de dispositifs, donc d'institutions différentes. Et c'est très compliqué. Je prends un exemple concret. Un agent du département qui veut travailler quelqu'un de la CAF, même si on est copine, vous savez bien comme moi qu'il y a des limites à cette action possible. Elle est quelquefois même logistique, tout simplement. Et ça, ce sont des freins qui ne sont pas dus au travailleur social en lui-même, mais des freins qu'on s'est mis comme ça progressivement avec des rouages administratifs qui déraillent par endroits. Donc la simplification, oui. J'espère que le numérique permettra toute cette émancipation des travailleurs sociaux pour reprendre l'initiative qu'ils ne peuvent plus avoir, même s'ils le souhaitent toujours, parce qu'il y a encore beaucoup d'esprit d'initiative chez eux, il n'y a pas de souci. Peut-être pour revenir sur cette question de l'initiative, et puis cette question aussi de la tension entre tous les acteurs du travail social, vous dites à juste titre que dans un rapport, vous demandez aussi aux managers, enfin aux responsables de prendre des initiatives eux aussi pour permettre cette libéralisation. Mais on a une tension parce qu'on a d'un côté la libéralisation des initiatives sur le terrain, la valorisation d'un accompagnement à partir notamment du pouvoir d'agir. Les travailleurs sociaux doivent questionner la structure, être aussi des acteurs qui poussent à faire bouger les choses. Et puis, d'un autre côté, on a des choix de certains employeurs, des choix législatifs et politiques aussi, qui peuvent aussi favoriser la rationalisation des moyens, l'illusion du chiffre ou des résultats immédiats. Je vous propose très rapidement la présentation d'un livre de Marie Mormès qui a écrit L'évaluation du travail social, une nécessité impossible, et qui l'a présenté la semaine dernière dans cette même école, à l'EDSUP. Je voulais juste vous lire deux, trois passages de sa présentation. Elle dit « Je suis Marie Mormès, née femme et devenue assistante sociale en 2003. J'ai exercé ce métier, mon métier d'assistante sociale, pendant presque 10 ans. J'ai commencé à travailler en 2003 et j'ai intégré l'assurance maladie, organisme privé gestionnaire de fonds publics, à l'heure où de nombreux changements étaient impulsés. Et comme tous les services publics depuis 2001, quel que soit leur statut, il s'agit de gagner en rentabilité et en performance. Alors, réduction des effectifs et non-remplacement des départs en retraite, les équipes amaigries fusionnent et surtout les locaux alloués à la réception du public diminuent. Rationalisation drastique des moyens, en temps et en espace, est officialisée par une injonction non négociable. Dorénavant, les assistants de service social disposent de 30 minutes par rendez-vous pour tout nouveau usager. Alors, tous les 3 ans, la convention d'objectifs et de gestion engage l'ensemble des services et des agents dans l'attente de résultats chiffrés, des résultats qui poussent à la compétition entre travailleurs sociaux, des résultats qui peuvent être falsifiés pour répondre aux attentes. Alors comment on gère cette tension entre la libéralisation de l'action et en même temps ce rationalisme-là ?
Moi, je n'ai pas été chargée de ce type de réflexion, hein, vous l'imaginez. Il fallait d'abord que je fasse le constat et la concertation nécessaire. Mais oui, bien sûr, c'est aussi la limite des propositions qu'on fait. Et ce que je voulais vous dire, c'est que cette rationalisation, quelquefois, elle doit aussi ne pas toujours occulter tous les discours, aussi de remise en question par endroits. Hein. Parce que, voilà, oui, il y a quand même beaucoup d'endroits où on nous sort ça, vous savez, on nous sort dans beaucoup de domaines. Pour autant, quelquefois, on se rend compte que les moyens qui sont certes en diminution, mais c'est partout, c'est dans tous les domaines, et ça, je l'entends dans plein de domaines, et ça date pas non plus, c'est pas récent, ne justifie quand même pas certaines organisations de travail qui, ce que vous venez de décrire, effectivement, les 30 minutes, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Bon, c'est pas de son fait, cette dame, mais c'est à dénoncer. Bon, voilà, on s'arrangera aussi pour que ce type de réflexion remonte, parce que ça, je peux pas l'entendre, parce que c'est effectivement par rapport à l'humain qu'on a à gérer dans ce domaine, c'est pas quelque chose de compatible. Mais c'est une réalité, c'est vrai. C'est ce qui a accompagné aussi beaucoup à freiner leur action, à ne plus avoir cet esprit d'initiative dont on parle, qu'on essaie de remettre en valeur. Il était donc nécessaire de réfléchir, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Un plan d'action va arriver, c'est ce qui va suivre. Mais je pense qu'on ne peut pas rester uniquement dans le constat, entre guillemets, toujours un peu catastrophique d'une situation qui existe, c'est vrai, mais qui, à mon avis, relève parfois d'une très mauvaise organisation du travail, de l'utilisation des personnes que l'on a dans ces services. Presque au-delà des moyens, oui. C'est aussi peut-être pas nécessairement en revenant sur cette question des moyens, c'est aussi une organisation et la question du pouvoir d'agir va, si on la met en place, énormément questionner ça. Puisqu'on est dans une méthodologie de travail qui est complètement à l'opposé de méthodologie qu'on rencontre dans beaucoup de terrains. Si je peux me permettre, j'ai aussi dans mes propositions demandé une mission d'évaluation de tout ce qui fait blocage. De tout ce qui fait blocage. Ouais. Hervé. Je voulais revenir sur, on a évoqué la définition du travail social. On a défini aussi ce qu'était éventuellement l'initiative et le pouvoir d'agir. Moi, je voulais revenir sur la question du pouvoir de définir. Parce que dans la définition du travail social, il y a aussi qu'est-ce qu'on définit comme un problème social. Et il me semble que, alors je ne vais pas faire haro sur la décentralisation tout le temps, mais c'est vrai que là où il y avait une initiative des fois d'une association, d'un parent qui faisait savoir un problème qu'il rencontrait et puis qui allait chercher les pouvoirs publics pour un soutien, et puis si les pouvoirs publics vérifiaient que ce besoin était important et étendu, tout d'un coup, égalité, fraternité, liberté d'abord, il y avait comme ça une extension au territoire. Aujourd'hui, dans la logique du schéma départemental qui va, après consultation, définir son besoin et ensuite aller sur le quasi-marché, proposer un appel à projet, est-ce qu'on n'est pas dans des enjeux très forts de pouvoir de définir ce qui fait problème déjà ? Moi, personnellement, je ne suis pas séduite par l'appel à projet systématique qu'on a mis en place. Je ne suis pas du tout séduite par ça, parce que, oui, ça nécessite de réécrire à chaque fois les choses et d'inventer pratiquement une solution à des problèmes qui ne sont pas toujours définis aussi facilement qu'on pourrait l'imaginer. Donc je trouve que cette logique d'appel à projet a fait que il y a une espèce de foire et de compétition entre des acteurs qui sont obligés d'inventer. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut sortir de cette logique d'appel à projet qui a été systématique depuis quelque temps et qui n'a pas favorisé la réflexion en tout cas. Je voudrais juste revenir un instant sur l'architecture des diplômes. Alors, vous allez me dire si je schématise trop, mais grosso modo, 30% de socle commun, on crée une identité commune, 60% métier et 10% spécialisation. Alors, vous dites que... Alors, j'ai d'abord envie de vous demander qu'est-ce que va apporter de plus cette architecture par rapport à la formation d'aujourd'hui. Et puis, peut-être après, ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ces 10%-là ? Vous le liez très très fort avec la formation continue. Les 30%, ils sont, et j'y tiens, c'est pas au-delà, c'est pas 50, c'est pas 60.
parce que j'ai déjà entendu autre chose, c'est 30. Je ne vois pas au-delà de 30 la possibilité d'une formation commune ou d'un socle commun. Début de formation. Moi, je vois en début de formation. Ouais, je pense que c'est Enfin, maintenant, c'est pas à moi de définir les modalités. Hein, je vous rassure de suite. Moi, personnellement, je le vois plus au début. Effectivement, ça a plus de sens au début. En même temps, je pense qu'ils ont besoin, les travailleurs sociaux, pour leur travail futur. Et pour tout ce qu'on essaie justement d'imaginer là ensemble aujourd'hui et dans le futur, ils ont besoin d'une culture commune. Et pour les étudiants que j'ai pu rencontrer dans les établissements, au bout d'un temps d'échange avec eux, ils disaient « remarque, c'est vrai finalement. On a des petits temps comme ça de temps en temps, une réunion d'information commune, mais on ne communique pas entre nous. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas ma voisine qui est éduque là. Je ne savais pas qu'elle faisait tel stage. Je ne savais pas. Il n'y a pas de temps vraiment. Et même si on me dit oui, si par endroit on le fait, existe dans certains centres, le socle commun n'existe pas à ce point-là. On m'a rétorqué aussi, oui, mais nous on veut pas de cours en amphi. Il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Ça peut très bien être le socle commun de la première année de l'assistante sociale qui rentre dans son cursus. La garantie, c'est que chacun ait le même degré d'information, le même socle de connaissances avant de démarrer, et peut-être quelquefois. On ne sait jamais, de se dire qu'on a le droit à l'erreur et qu'on peut changer de filière éventuellement. Ça peut arriver aussi. Et ce socle commun me paraît important. Et avec ce que j'aimerais imaginer, c'est un contenu national des programmes. Il en existe un pour l'éducation nationale. J'estime que ce serait une vraie reconnaissance que d'en avoir un aussi pour le travail social, qu'il ne faut pas prendre comme quelque chose de punitif, mais au contraire, quelque chose qui valorise, à mon avis, cette filière du travail social. Ça crée des inquiétudes. Ça crée quand même quelques inquiétudes. Je ne comprends pas pourquoi. Je vous donne un exemple. Oui. Peut-être que les centres de formation se demandent, par exemple, la question de l'autisme est une question très polémique. L'ANESM, l'HAS ont demandé à ce que la question de la psychanalyse soit sortie des formations et des apprentissages pour valoriser le comportementalisme et les approches comportementalistes. On peut se demander si, par exemple, je sais que Ségolène Royal est... je savais que j'allais la faire. C'est l'autre. Ségolène Neuville. Je m'étais entraîné, mais ça m'échappait. C'est pas grave. Est assez sensible à cette question-là. On pourrait se demander si, par exemple, on ne pourrait pas imposer au centre de formation un type d'enseignement plutôt qu'un autre. Non, mais je ne vois pas du tout pourquoi vous dites ça. Le socle commun, c'est rien d'autre que s'assurer. Moi, je voulais vous dire un truc. Il faut quand même qu'on se pose une question un jour. Vous savez bien comme moi que les IRTS, notamment, dépendent très fortement des régions. Et de plus en plus. Et encore plus demain. Les centres de formation, et encore plus demain. Quel est l'avenir? Qui peut le dire aujourd'hui? Qui peut le dire aujourd'hui? Politiquement, je parle. Qui peut le dire aujourd'hui? Eh ben oui, mais il faut y penser. Donc, on peut très bien... Ah ben oui, je peux vous assurer que oui, dans ma région en particulier. On peut se dire très bien, eh ben oui, on peut dire très bien que cette formation-là, après tout, vu comment on considère le travail social dans certains endroits, je peux vous assurer qu'on peut très bien décider aussi que finalement, le contenu peut être différent, que finalement, vous serez soumis à ceci ou cela. Moi, je dis que c'est une garantie. Aujourd'hui, préparons l'avenir, et on n'est jamais trop sûr de ce qui peut arriver, ni du pire. Bon, on vous souhaite bonne chance quand même dans votre région. Vous pouvez le dire. Je ne suis pas encore déprimée, mais ça va venir. Les 10% de spécialisation, c'est aussi une demande des employeurs? Alors oui, et de certains travailleurs sociaux qui vous disent, nous aussi... Alors, c'est lié aussi à la formation continue, vous avez raison, ça se pose beaucoup plus en termes de formation continue, mais pourquoi pas dans la formation initiale aussi, pourquoi pas à la fin du cursus peut-être, moi je l'imagine plus là où il y a une maturité suffisante et une expérience peut-être supplémentaire par rapport à votre entrée dans l'établissement. Peut-être qu'à ce moment-là aussi, c'est forgé chez vous, enfin chez l'étudiant, le besoin d'augmenter une connaissance dans un domaine qu'il a particulièrement affectionné. Je pense qu'il faut lui permettre ce module. Dominique. Oui, c'est peut-être un peu mon âge, mais c'est vrai que la question de la formation, la question de la formation initiale, c'est un petit peu loin pour moi. C'est vrai que je suis assez sensible à la question de la formation continue.
Et aussi assez sensible à cette notion de déformation, formation-déformation, parce que je pense qu'il y a quelque chose à penser de ce côté-là. J'étais assez content que vous parliez de l'analyse des pratiques, comme quelque chose qui est à solidifier. Je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais en tout cas, pour moi, ça fait partie vraiment de cette question d'un travailleur social. La question n'est pas toujours d'acquérir des savoirs, on le sait bien, et cette question de la formation, elle est aussi récurrente depuis très longtemps. Comment former ces travailleurs sociaux. Voilà, c'était pour dire que voilà, dans cette question aussi du tronc commun, je vous entendais dire, c'est plutôt au début, et je me disais ça devrait plutôt être tout le temps et aussi surtout à la fin, dans le sens où ça serait très intéressant que les différents travailleurs sociaux témoignent de ce parcours entre eux et de ce à quoi ils sont arrivés finalement en termes aussi de travail final. Et de se partager ça, je trouve que ça serait une richesse. Moi, le socle commun, je l'imagine aussi en formation continue. Et ça donnerait des espaces aussi d'échange entre des travailleurs sociaux qui, quelquefois, ont besoin d'une respiration et ont besoin de ce temps-là d'échange avec d'autres, et qui l'ont exprimé d'ailleurs, et qui disaient avoir envie de partager quelquefois mes formations continues. Moi, je voulais vous en parler parce que beaucoup m'ont dit ne pas avoir de formation continue suffisante. Il y a un manque criant de formation continue et moi, je vais plaider à fond pour cette formation continue. C'est vital. D'abord parce que, évidemment, on peut toujours remettre à jour les connaissances, point, mais ça ne suffit pas. Il y a des endroits où justement un travailleur social a besoin de se retrouver, c'est vrai, parfaire ses connaissances, mais aussi quelquefois c'est un temps où on va pouvoir développer quelque chose, inventer quelque chose, peut-être justement favoriser ces développements sociaux qu'on aimerait sur des territoires. Ça sera propice avec une formation continue qui aujourd'hui, à mon sens, n'est ni de qualité ni suffisante. Voilà. On est obligé de... Oui, excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, c'est avec plaisir, allez-y. C'est nous qui avons fait beaucoup trop de questions, mais c'est votre faute aussi, parce que c'était intéressant. Je le ferai plus. Votre écrit est très intéressant. Bon, il y a une question, on est obligé de la poser, parce qu'elle est vraiment très importante et très complexe actuellement, c'est la question des stages. Bien sûr. Donc voilà. Vous défendez l'alternance, vous dites que vous voulez garder l'alternance dans les formations, et notamment, on peut peut-être s'arrêter plus spécifiquement sur les formations de niveau 3. Les formations de niveau 3, c'est 60 semaines de stage. Voilà, 2100 heures de stage durant les 3 ans. Alors, j'ai cru lire dans votre... Vous allez me dire si j'ai bien lu, dans votre rapport, que vous étiez favorable au maintien d'un stage long, à environ 28 semaines, là, un stage tel qu'on l'entend aujourd'hui auprès des personnes accompagnées, et puis qu'après, les autres stages pourraient revêtir d'autres modalités, recherche-action, analyse de territoire. Alors, pourquoi cette proposition? Pourquoi réfléchir de cette manière-là à la problématique de la raréfaction des stages? Et je me demande, mais là vous allez, je vous laisse répondre, je me demande si ce n'est pas aussi une manière de penser déjà le déplacement de ces professionnels. C'est-à-dire d'envisager les niveaux 3 comme étant peut-être de futurs responsables de projet, coordinateurs d'équipe et organisateurs du travail collectif au sein du territoire. Est-ce que je me trompe ou est-ce que je vais trop loin dans mon analyse? Non, je pense que en tout cas, c'est pas du tout le but, mais c'est une réflexion que je me fais. C'est inévitable que ces étudiants doivent être aussi formés à ce genre de réflexion, d'action, dont on finalement, il n'y a pas beaucoup de part à cette action-là et à ces recherches d'action territoire dans les formations actuelles. Moi, je défends effectivement l'alternance et puis le maintien de ces stages. Ça n'est pas sans poser problème, vous le savez comme moi aujourd'hui. Ça m'a fait peine quand même au début de voir des stagiaires qui me disaient que la gratification imaginée pour eux, pas contre eux, soit un problème. Mais effectivement, dans cette formation spécifique qu'est la formation du travailleur social, qui est hybride entre la formation universitaire et la formation professionnelle, c'est quand même un modèle à part qu'on a du mal à expliquer ailleurs, d'ailleurs. Oui, ça, en Europe, on a beaucoup de mal à expliquer. Et quand se pose la problématique des stages, et notamment du stage long, du dernier, là j'ai encore posé la question ce matin au ministère, parce qu'on va se rencontrer ce soir, de savoir comment on allait faire pour ces stagiaires qui
dès lors qu'on applique, puisque la circulaire est arrivée, on est un peu hors la loi là, dans un stage de ce type. Donc c'est là où il faut... Sauf si on le fait en 2 ans. Voilà, sauf si on le fait en 2 ans, ça rajoute, mais voilà. Ce qui m'ennuie un peu quand même, c'est quand on a un jeune étudiant, comme... excusez-moi, je vais reparler de mon fils. Je suis navrée, il sera en rage dans mon temps. Vous lui direz pas que j'ai parlé de lui. Mais il m'a dit dimanche, par exemple, bah voilà, moi j'ai mon directeur et formateur qui est venu dans notre classe, il nous a dit, bah c'est fini, on ne trouvera pas de stage pour vous parce que c'est 9 mois. Ça me pose problème, ça. Parce que j'estime que d'abord, déjà, on est en train de chercher des solutions pour adapter la législation à la formation des travailleurs sociaux, en peut-être développant l'alternance, peut-être en le faisant autrement, mais en tout cas en faisant en sorte que cette circulaire n'entrave pas évidemment cette formation. Mais ça me pose problème qu'on vienne dire de manière aussi abrupte à des élèves qui sont en angoisse. C'est très anxiogène que de venir dire ça à des élèves. Et moi, je déplore qu'on dise ça à des élèves aujourd'hui. Quand on est responsable, formateur, on ne vient pas dire ça aux gamins. Parce que ce n'est pas à nous de venir leur apporter les problèmes, c'est plutôt à nous de leur apporter des solutions. Voilà, donc ça c'est une chose. En tout cas, sachez que j'ai de nouveau demandé par rapport à ce stage long que jusque fin 2016, il n'y a pas de souci sur ces formations entreprises, notamment pour les étudiants qui sont en 2e année et en 3e année d'ailleurs. Mais pour ceux effectivement qui vont rentrer en 2016, il se posera le problème. Donc, il faut qu'on y réfléchisse dès cette année. Ça va être l'objet du plan d'action. Moi, je les ai encore alertés ce matin sur cette difficulté majeure du stage long, auquel moi je crois. Il a du sens. Voilà. Et pour avoir entendu toutes les personnes que j'ai pu recevoir, ils y tiennent absolument, même si il faut développer d'autres pratiques dans les stages quand même. Je reviens juste un tout petit peu sur ce point-là, c'est-à-dire que si les professionnels de niveau 3 sortent un petit peu du quotidien, qui va être sur le quotidien, les niveaux 4 et niveau 5 ? Je ne vois pas ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que si les éducateurs spécialisés, les diplômes de niveau 3 se retrouvent parfois dans des postes de responsable de projet, de coordinateur d'organisation du travail sur le territoire, ils s'éloignent un petit peu du quotidien, de la prise en charge quotidienne. Donc qui va prendre en charge ce quotidien ? Mais moi je retire personne pour mettre quelque chose d'autre. Je dis simplement que l'organisation est différente. Ça ne nécessite pas de remplacer l'un par l'autre. Je vois pas bien ce que vous voulez dire par là. Parce que si par exemple je pars dans une réunion toute la journée pour travailler sur la question du partenariat, il faut bien que quelqu'un s'occupe des Mais c'est pas comme ça déjà aujourd'hui un peu. Je sais pas comment vous faites aujourd'hui. Moi c'est moi qui vous interroge cette fois. D'accord. Alors, figurez-vous, ça fait longtemps que je suis plus sur le terrain, mais j'entends dire que ça se passe comme ça sur le terrain, et donc c'est une évolution qu'il faut prendre en compte. C'est à déplorer, mais en même temps, peut-être pas, parce que les gens de niveau 4 niveau 5 peuvent aussi faire du très bon travail. Il y a de bons moniteurs, mais il y a déjà, alors, on m'a déjà signalé ça dans des stages, par exemple. On m'a déjà dit, moi, j'ai une élève éducatrice spécialisée à Tours qui m'a dit, vous savez, moi, j'ai pas vu la différence entre moi et mon collègue qui est dans un cursus assistant social. Puis d'abord, on a servi un peu à tout, finalement, ensemble. Est-ce que c'est à nous de nous remettre en question politique, ou est-ce que c'est à l'institution qui a reçu et qui a utilisé les travailleurs sociaux comme ça ? Est-ce que c'est à nous de nous remettre en question, ou est-ce que c'est au formateur de regarder un peu ce qu'il a fait de ses élèves pendant son stage ? Voilà, moi c'est une vraie question ça. Et je l'ai posé à des formateurs en disant, comment vous êtes évalués ? Il m'a dit, par nos élèves. Bon, il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut répondre ça, vous voyez ? Donc il faut aussi accepter... Quand on veut aller et tendre vers une reconnaissance universitaire, et il faut que chacun y mette du sien et accepte aussi quelques règles du jeu par endroit, quoi. Voilà. Alors ça c'est un point très important sur lequel on va revenir, mais peut-être Dominique juste. Oui, pour être formé, il faut des formateurs. Quelle est votre réflexion par rapport aux formateurs de l'avenir ? Est-ce qu'on va vers plutôt des modifications dans votre proposition ? Je sais qu'on parle de la présence de l'usager. Est-ce que aussi la question des pairs est quelque chose qui est questionné ? Depuis toujours, je pense que cette formation, elle est typiquement une formation par les pairs. Les formateurs sont toujours issus du sérail, si j'ose dire. Je ne sais pas s'il y a eu des contenus pédagogiques donnés aux formateurs, parce que on
on peut être le meilleur éducateur du monde et le meilleur travailleur social du monde. La pédagogie, c'est autre chose, ça s'apprend. Donc moi, j'estime que la formation par les pairs, elle doit rester telle qu'elle est, parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un partage de connaissances, mais de compétences, et les référentiels sont là pour garantir quand même cette acquisition nécessaire. Pardon. Mais j'estime qu'à quand même, il faut peut-être favoriser un peu plus d'intervenants qui, pour autant aussi, doivent justifier d'une certaine capacité à donner... Parce que vous savez, il y a des endroits où on a eu des interventions extérieures qui sont un peu limites, quoi, il faut le dire, avec des contenus pas toujours sérieux. Moi, j'estime que pour cette formation à des travailleurs sociaux de demain, qu'on voudrait plus peut-être ouverts, plus transversaux, si j'ose dire, même si on garde des spécificités, et là-dessus on est tous d'accord. Pour autant, il faut que cette formation, elle s'améliore, entre guillemets, hein, je veux froisser personne, mais il faut que les formateurs aussi acceptent peut-être de revoir un peu leur méthode ou ce contenu par endroit qui fait défaut. Parce que vous savez, c'est assez disparate, je vous le dis, par région et par établissement. Donc il faut faire très attention à ça, quoi. Voilà. Alors, je vous ai servi un petit verre d'eau. Hein, c'est très gentil pour parce que je m'étrangle. Ma dernière question, avant que vous étrangliez. Parce qu'elle va m'étrangler. Non, j'espère que non. Non, c'est l'idée de l'impact qu'il va y avoir au niveau, vous l'avez évoqué, hein, du passage éventuel à la licence, qui est, quand on est un peu depuis longtemps dans le secteur, quand même un serpent de mer. Un peu pieux, je suis d'accord avec vous. Et la question qui se cumule, c'est celle de qui formera demain les travailleurs sociaux. Est-ce qu'on va être dans des centres de formation regroupés ? Est-ce qu'on va aller vers les hautes écoles, évoquer un moment, l'université, quid d'un doctorat ? Moi, je ne vais pas vers ce que vous dites. Je dis simplement qu'on peut continuer de cette manière, à condition que les formateurs aussi acceptent quelques règles du jeu essentielles pour que cette valorisation de nos diplômes, enfin de ces diplômes en licence, soit vraiment reconnue. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est l'enseignement supérieur qui a bien du mal à reconnaître cette filière. Mais je vous rassure, il n'y a pas que cette filière qu'ils ont du mal à reconnaître. Moi, j'ai essayé d'auditionner et j'en ai parlé aussi à un autre de mes collègues là-dessus, qui travaille sur les questions sociales, où j'ai dit c'est insupportable d'avoir eu, pour toute réponse, un superbe mépris de l'enseignement, de la filière enseignement supérieur, qui a bien du mal à reconnaître cette filière. L'équivalence, par exemple, quelqu'un qui est en DUG, qui peut très bien entrer en deuxième année de travail social, l'équivalent n'est pas la même chose. Hein. Vous ne pouvez pas faire l'inverse. Moi, ce que je veux, c'est qu'on aille vers une perfection et vers une valorisation de ces formations pour nous permettre ces passerelles avec l'université de manière beaucoup plus facile qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et cette reconnaissance qui ne serait que la reconnaissance qu'on a demandée depuis les accords de Bologne. Enfin, je veux dire, c'est pas... et il faut qu'on y arrive. Donc s'il faut qu'on y arrive, il faut aussi que chacun balaye devant sa porte en se disant si on veut y aller, il faut se donner les moyens d'y aller. Et s'il faut qu'on remplisse des conditions pour y aller, un certain cahier des charges, il va falloir le remplir. Là, on revient sur la question des formateurs. Ça ne remet pas en question la formation par les pairs, auquel moi je crois, à condition que ces pairs acceptent quand même un minimum de pédagogie, de contenu pédagogique, un référentiel et puis une évaluation de temps à autre. Quoi. Page 41, on doit finir les non, je vous en prie encore, les auditeurs iront lire, mais vous expliquez bien le passage à la licence que ça va entraîner quand même. Et donc ça va quand même jouer, et là il y a encore une petite tension, mais on n'aura pas le temps de débattre sur ça aujourd'hui. Je discutais avec Bernard Valéry, qui est un spécialiste du pouvoir d'agir. Je lisais un article de Jacques Trémantin sur ATD Carmon dans le lien social du 28 mai dernier. Former les travailleurs sociaux au pouvoir d'agir, former les travailleurs sociaux au travail avec les usagers et faire de la formation avec les usagers, ça demande beaucoup de temps. Donc comment on va trouver le temps pour faire à la fois ça et à la fois les cours disciplinaires qu'imposeront la licence, anglais, informatique, peut-être plus de sociaux. Là, il y a une tension. Mais la place de l'usager, elle est quelquefois
pratiquement à envisager comme une intervention, Oui, comme mais- vous le faites par endroit. Emmaüs l'a fait autrement, les CHRS l'ont fait par endroit aussi, en faisant Ouais. intervenir des anciens qui viennent. C'est plus du témoignage, mais moi, je souhaitais quand même que l'usager soit éventuellement dans tout cet organisme qui penserait au contenu des formations, voir si on n'a jamais oublié une dimension auquel quelquefois nous on ne pense pas toujours. Oui, mais C'est plus dans cette... la Rift à Nantes travaille avec ATD Carmont et il précise Oui. bien que la construction de ces temps de formation sont très très longs et demandent Bien un sûr. long travail. Une dernière question, parce qu'on a déjà Ouais. dépassé le temps. C'est cette notion d'intervention sociale qui questionne beaucoup et qui est passionnante. Vous dites qu'elle vient brouiller les frontières. Alors vous êtes favorable à un socle commun, y compris avec des formations de l'intervention sociale, médiation, animation. Vous souhaitez rapprocher le travail social et l'intervention sociale pour sortir de l'entre-soi. Est-ce que c'est de ce côté-là qu'il faudra chercher la grande révolution du travail social de demain? Moi, je pense que oui. Je pense que oui, parce que on ne peut pas partir d'un constat comme on a aujourd'hui de travailleurs sociaux en souffrance, qui se sentent non compris et trop enfermés dans des dispositifs pour ne pas tendre vers cette évolution-là, que finalement, eux-mêmes, ils y aspirent à ce changement-là. Ils aspirent à travailler de cette manière. Ils aspirent aussi à travailler avec d'autres. Ils aspirent à s'appuyer sur d'autres dispositifs. Alors, il faut sortir de ces logiques. Oui, c'est vrai. Ça nécessitera de sortir de sa logique d'intervention qui se limite à son champ d'intervention et d'aller au-delà et d'apprendre à travailler avec celui d'à côté. C'est pas évident. Hein. C'est vrai que c'est pas une culture, mais c'est une culture qu'il faut un peu révolutionner, quoi. Et j'ai oublié de citer tout à l'heure le fait qu'il y a des états généraux alternatifs et que un des Je membres. comprends pas pourquoi d'ailleurs, parce que excusez-moi, hein, ça c'est vraiment une réflexion tout à fait personnelle. J'ai lu ça. C'est pas très général, hein, les états généraux alternatifs. C'est pas. Je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage quand on est dans quelque chose de constructif. Ça fait des années qu'on n'a pas bossé sur le travail social. J'espère que tout le monde en est d'accord. Il y a eu des états généraux. Alors on peut les critiquer, on peut me dire ce qu'on veut, mais il y a eu des réflexions très intéressantes qui ont nourri ce qu'on se dit aujourd'hui. Une a fait défaut, est allée trop loin, ça a mis le feu. Bon, voilà, point. Mais ça existe aujourd'hui et ça fait longtemps. Il va y avoir un plan d'action qui va sortir fin octobre. Je vois pas la nécessité de faire... alors, si c'est alternatif et constructif, ok. Si c'est alternatif, juste pour casser une dynamique qui est en train d'essayer de se remettre en place, pour redonner confiance aux travailleurs sociaux, revaloriser une filière, en parler parce qu'on n'en parlait plus, je trouve ça dommage. Bon, alors, si on part du principe que c'est plutôt pour continuer le débat, au moins. Si c'est comme ça, c'est ce que je dis. Si c'est constructif, c'est très bien. Peut-être questionner aussi. Je sais que les gens d'Avenir Éduc, ils nous ont interpellés. Mais c'est pas ce que j'ai lu. Hein. Bon, vous verrez. Nous ont aussi, se questionnent aussi sur la relation qu'on peut avoir ou que vous pouvez avoir avec la notion d'éducation spécialisée. Est-ce que c'est une thématique que vous... ou c'est déjà une thématique qu'il faut inscrire dans le travail social pour vous et peut-être dans l'intervention sociale? Mais elle est déjà, pour moi, dans ma réflexion, je ne la mets pas à part, l'éducation spécialisée, au contraire. Au contraire, et je trouve qu'elle est très méconnue, surtout l'éducation spécialisée, et que, voire même, je dirais même qu'elle a été un peu, comment vous dire, moi je dirais qu'elle a été méprisée, l'éducation spécialisée, qu'on a un peu hiérarchisé cette espèce de corpus entre assistants socio-éducatifs qui aurait une valeur supérieure à l'éducation spécialisée. Je vois pas pourquoi, parce que justement, puisque non, mais je vous assure que dans les faits et dans les termes, c'est souvent ce qui revient, et dans le vécu aussi, et dans les organisations, quelquefois de travail. Il y a une espèce de hiérarchie qui n'existe pas, hein, puisque les niveaux sont les mêmes. Et ça, moi, je pense qu'au contraire, peut-être même que l'éducation spécialisée est plus préparée à l'animation de territoire et au développement social, parce que par obligation, ils ont dû travailler de cette manière-là dans des organismes différents où ils ont dû s'adapter et suivre un peu, suivre les autres. Si. Je vois des assistantes de services sociaux. Ah mais non, mais derrière c'est pas l'un contre l'autre. C'est surtout pas l'un contre l'autre. Hein. On va, si vous me permettez, terminer par une petite question peut-être plus personnelle. Vous avez été prise dans un... Vous êtes aussi pris dans un rythme effréné, le rythme de la vie parlementaire. Mais un mois après avoir rendu ce rapport, qu'est-ce qui vous reste de cette expérience? Alors, il me reste que j'ai
encore plus d'échanges que pendant ma mission avec la filière et les travailleurs sociaux, parce que il y a beaucoup de demandes d'échanges de ce type, comme aujourd'hui on le fait, dans les IRTS notamment, qui se posent beaucoup de questions, et c'est bien. Donc moi, ce qu'il en reste, c'est que d'abord, je vais être extrêmement vigilante sur le plan d'action qui sortira. Je ne vous le cache pas. Fin octobre. Fin octobre, parce que j'estime qu'il y a un espoir qui est là. Il y a une demande, il y a une attente que j'ai obtenue quand même entre le mois de mars et le mois de fin juillet, qu'il y ait cette attention portée jusqu'au Premier ministre, ce qui n'était pas le cas au départ, puisque au départ, je devais rendre mon rapport à Madame Neuville. Quand on met l'accent sur ce qu'on entend très fortement, ce que j'ai fait, en disant que je ne me contenterai pas d'un simple remise de rapport au coin d'un bureau et point final, que j'avais entendu beaucoup de choses et que ces choses-là, il fallait y répondre. Et donc, il faut être vigilant maintenant. Donc la suite, c'est ça, c'est regarder ce qui sera retenu des propositions et ce plan d'action qui va sortir fin octobre. Sachant aussi qu'il y a ce qui se fera dans l'immédiat et puis il y a ce qui va se faire avec le temps. Donc bien sûr, on ne part pas toujours du principe qu'un plan d'action est mauvais dès le départ. On essaie de voir ce qui va se construire, ce qui va se co-construire aussi. Quand vous parliez des états généraux alternatifs, ils peuvent servir aussi à cette co-construction d'autres pistes qui ne vont pas se mettre de suite mais qui seront retenues. Donc voilà, on va regarder ça de près. C'est ça qui me reste du rapport. Et puis ce qui me reste du rapport, c'est beaucoup d'échanges, beaucoup de bons moments finalement. Des moments durs aussi au début. J'ai commencé dans une ambiance un peu électrique, où il a fallu que je remette beaucoup les choses en perspective et aussi que j'explique bien que je n'étais pas missionnée pour dire et que je n'étais pas en service commandé. Parce que c'est ça le but. Maintenant, vous savez bien qu'un politique fait toujours du mensonge. C'était pas le cas. Mais voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes perçu dès le départ et c'est toujours attristant quand on a de la sincérité. D'accord. Ben, écoutez... Vous reviendrez peut-être nous parler de tout ça, puisque on inscrit cette réflexion après le plan d'action dans le temps. Voilà. Quand vous allez tous me sortir les carabines. On vous les a pas sortis ici. Non, c'est vrai. D'accord. Je plaisante. Bon, très bien. Mais j'espère que c'était quand même un débat constructif pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci aussi de votre accueil, excusez-moi. Au trottoir d'à côté, c'est un site, évidemment, www.trottoir-dacote.fr. Vous pouvez aussi avoir toutes les informations sur notre page Facebook. Merci à tous d'être venus très nombreux pour cette émission. C'était le trottoir d'à côté et ça fait du bien de se parler.